Le troisième point, c'est comment je produis mon énergie. Mais il faut avoir traité les deux avant. L'énergie, c'est partout, l'électricité, c'est partout. Il faut bien savoir, c'est la grande question de sa durabilité. La réponse, elle est là, elle est dans comment on la produit. On ne peut pas résoudre le problème écologique si on ne résout pas le problème social. Je vous fais le jeu alors. Il y a 3 comtés différents, c'est juste pour me dire lequel vous préférez, c'est tout. Ok. C'est pas plus compliqué que C'est ça. un jeu où on peut pas perdre quoi. C'est ça. On prend que du plaisir. Celui-là il est bon, mais Ah, il est différent lui. il prend la bouche lui. Lui, il est vachement plus Moi, j'ai fruité. commencé Hein. par lui. Il doit avoir, mais ça se joue à pas grand chose, mais 20 ou 22 mois. Celui-là, il en a 18 et celui-là, il en a 16. Et celui-là, c'est le champion du monde. Enfin, c'est la fromagerie de Poligny qui a été championne du monde. C'est marrant quoi, il y a des champions du monde de fromage. Salut les Fabricolos, on se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode du format Apéro Réno. Pour ce premier apéro, on retrouve Olivier, électricien. Salut Olivier. Salut. Donc Olivier, toi tu as une double casquette, tu es entrepreneur, tu as cofondé Ardae, donc, Ouais. qui est spécialisé dans les audits énergétiques dans le bâtiment. Mais tu es aussi formateur au Greta, c'est ça? Ouais, oui. Et aussi, surtout, électricien artisan, on va dire. C'est quand même le gros de mon activité. Et formateur au Greta. Le Greta, c'est centre de formation pour adultes. Et la partie audit énergétique, on en reparlera. Et puis, il y a même encore une autre casquette. Donc tu as énormément de casquettes, effectivement on va en parler. Comment t'en es arrivé là? Quel a été le parcours justement pour arriver jusqu'ici? Je travaillais dans la recherche scientifique avant. Je faisais déjà de l'électricité, mais de l'électricité pour des mesures, pour des capteurs qui mesuraient différentes choses, des séismes ou des mesures atmosphériques. J'ai longtemps pompé l'air des gens et brassé du vent, mais j'étais payé pour. Et donc j'installais des capteurs un peu partout, tout autour de la planète, et j'ai émis vachement de CO2 pour aller mesurer le CO2. C'est une des choses qui m'a mené à me recentrer un peu, puis me dire, bah, tiens, je vais être électricien dans la région. Et en fait, ce qui me guide et ce qui m'anime, c'est les économies d'énergie. Ça, c'est le fil conducteur de tout. Qu'on parle d'électricité, qu'on parle d'audit énergétique, donc c'est les audits énergétiques de bâtiments. Je vais prendre une maison, c'est le cas le plus simple. On va le visiter de fond en comble, et c'est vraiment le cas de le dire, de vraiment au fond à vraiment les combles. Et on va prendre toutes les caractéristiques de toutes les parois, des fenêtres, de chaque épaisseur, de chaque isolant. On va le modéliser et on va faire des scénarios entre le modèle que l'on a, qui est la maison telle qu'elle est actuellement, et ben, si je rajoute 20 cm d'isolant, si je change mes portes et mes fenêtres, si j'isole ma toiture, si je travaille sur les consommations électriques, mais aussi sur les consommations de gaz, de fuel et autres. Voilà, donc ça c'est économie d'énergie. Les économies d'énergie et l'énergie au sens plus global, c'est toujours lié, c'est le changement climatique. Et en fait, le changement climatique, le principal facteur, c'est le facteur humain qui est lié aux énergies fossiles, donc le pétrole, le gaz et le charbon. Voilà. Une fois qu'on s'intéresse à ça, on s'intéresse au gros du problème. Il n'y a pas que ça, hein. Il y a d'autres gaz à effet de serre et d'autres origines. Mais voilà, et donc moi, j'ai fini mes études là-dedans. Au début, j'étais géologue, j'ai été chimiste, et j'ai eu la chance de partir, quand j'ai fait tous mes tours où je faisais de l'instrumentation, dans des coins assez extraordinaires où j'ai fait des mesures, notamment de gaz à effet de serre, et de voir cette augmentation sur la planète, hein, et notamment dans les zones les plus reculées où on évite les pollutions des villes. Et donc ça permet d'avoir ce fond diffus de la planète et de le voir augmenter en fait, et c'est ce que les rapports du GIEC montrent, etc. Très bien. Et je faisais de l'électricité parce qu'il fallait alimenter en électricité dans des endroits où il n'y a rien, mais rien de rien, hein, au fin fond de... Ça pouvait être un désert chaud ou un désert froid ou une forêt ou au sommet d'une montagne. Bah, il fallait faire de l'électricité pour faire fonctionner le capteur. Voilà, c'est tout. Et quand c'était pour les séismes, c'était la même chose. Tu parlais tout à l'heure du rôle de l'énergie dans le réchauffement climatique. Donc les pires, effectivement, pétrole, gaz, charbon. Toi, donc, tu es dans l'électricité qui est une énergie qui aujourd'hui est vue comme une électricité essentielle. Elle a pris une part essentielle dans l'économie puisque il y a tout qui s'est développé, les voitures électriques, les batteries sont partout. Donc l'électricité, c'est partie prenante de l'énergie. Et toi, quel est ton rapport à l'électricité? Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui elle est trop diffuse, c'est-à-dire qu'on en a mis de partout, ou est-ce que tu penses que l'électricité c'est l'énergie d'avenir et qu'il faut parier dessus? C'est un sujet qui est tellement complexe parce que ça nous touche toutes et tous et tout ce qui nous entoure. C'est-à-dire que là, on a des lampes qui nous illuminent, j'ai un micro qui fonctionne avec une pile, mais en fait, je tiens un gobelet qui a été fabriqué dans une industrie. C'est vrai que c'est une question qui est tellement large parce qu'elle concerne tout. Quand on fait des bilans carbone, c'est justement regarder tout ça. Vu la complexité du sujet,
Ma réponse serait de dire, déjà, j'ai pas de certitude. L'électricité, c'est comment elle est produite. Quand on dit électricité durable, on va penser aux panneaux solaires, aux éoliennes. Et quand on creuse un peu, ben, où est-ce qu'il est fabriqué le panneau? Où est-ce qu'elle est fabriquée l'éolienne? Qu'est-ce qu'il a fallu comme ressources aussi minières? Vu le nombre qu'on doit installer et que c'est pas très dense en énergie, voilà. En fait, ça pose aussi des problèmes. Ça pose de réels problèmes. Quand tu commences à gratter dans les chiffres et les productions, ça peut entraîner des conflits très importants. Là, j'ai pas encore prononcé le mot nucléaire, mais dès qu'on le prononce, alors là, généralement, ça braque le débat et la plupart du temps, il y a des réponses qui sont liées à des sentiments et des sentiments qui sont bien normaux parce que il y a eu récemment Fukushima. Aujourd'hui, est-ce que dans le bâtiment, toi, quand tu interviens en tant qu'électricien ou dans des audits, est-ce que le mix énergétique, ça devient plus une priorité ou en fait on essaye de mettre de l'éolien, on essaye de mettre du solaire, on essaye de mettre d'autres sources d'énergie dans les constructions? Il y a certains cas où c'est obligé de contribuer justement à diversifier ce mix énergétique. Ok. Ça dépend aussi si on est dans un appartement ou une maison. Parce que dans un appartement, il va pouvoir faire ce qu'il veut. Par contre, voilà, dans une maison, il faut savoir que quand on voit le débat de l'électricité, ce qui met tout le monde d'accord, c'est qu'il n'y a aucun scénario pour le futur, que ce soit à l'échelle de la France, de l'Europe ou du monde, il n'y en a aucun qui marche si on ne diminue pas énormément la consommation. Ouais. Donc en fait, si on parle du mix énergétique, c'est des paroles où de toute façon on va difficilement intervenir, nous, parce que l'on fait, sauf si effectivement on a une maison, on a de la chance de pouvoir investir un petit peu, etc., qu'on a un petit peu de moyens, ben oui, il faut mettre des panneaux, oui, il faut mettre des éoliennes si on peut, oui, il faut peut-être faire une pico-centrale hydroélectrique en faisant attention aux cours d'eau, il y a des lois là-dessus, mais en fait, il faut contribuer à ce que ce mix interconnecté, parce que viser l'indépendance aussi, ce serait chacun dans sa bulle, le jour où tu n'as pas de vent et pas de soleil, ah bah zut, et tu t'es pas connecté avec les autres, du coup t'as rien. Voilà. Donc toi, tu conseilles effectivement à l'échelle individuelle d'installer d'autres sources d'énergie électrique, donc potentiellement des panneaux, de l'éolien, ou comme Oui, tu as dit. alors pour une certaine indépendance, pour contribuer à notre façon à verdir le mix énergétique, voilà, c'est très très bien, mais la question de la production, c'est normalement la troisième. 1, la sobriété, 2, l'efficacité. L'efficacité, c'est ce dont je te parlais tout à l'heure pour les tubes, c'est-à-dire que là, tu as 4 tubes, on va dire néons à l'ancienne. On pourrait remplacer Si on les remplace par des LED, Ouais. tu auras la même lumière Ouais. et ça va te coûter beaucoup moins cher. Ça va consommer de l'ordre de, on va dire, 5 fois moins, et c'est même peut-être potentiellement beaucoup plus. Mais donc, 5 fois moins, tu as le même usage. C'est-à-dire que tu vois même pas la différence. Ouais. Donc, tu n'as pas de gêne. Donc ça, c'est l'efficacité, c'est le deuxième point. Et ensuite, le troisième point, c'est comment je produis mon énergie. Mais il faut avoir traité les deux avant. Sinon, voilà, sinon c'est dire je vais mettre des panneaux solaires. Par contre, j'ai 3 SUV électriques et j'ai pas isolé ma maison et je chauffe à l'électrique. Voilà. Donc, du coup, et ça, c'est le but d'un audit énergétique. Ouais. Et c'est pour ça que ça va avec le côté électricien. Voilà. Ok, c'est super intéressant parce que c'est vrai on est allé un peu dans le désordre, mais si on reprend, là demain je suis un particulier et je me demande effectivement comment agir sur ces 3 leviers, un par un. Si demain donc je travaille sur ma sobriété, donc bon, nous on parle de bon sens parce que c'est probablement des choses qu'on comprend, donc éteindre des lumières, etc. Mais est-ce que parler de sobriété dans l'énergie et dans l'électricité, qu'est-ce que c'est pour toi? Comment ça se traduit? La sobriété, par exemple, là vous êtes dans des bureaux, et ben, d'ailleurs c'est devenu obligatoire dans les permis de construire récents, c'est d'avoir par exemple des détecteurs de présence dans vos couloirs. Ouais. Pour éviter que la lumière elle reste allumée toute la journée d'ailleurs, parce qu'il fait jour, ça sert à rien du tout. Et ben on a des détecteurs qui vont couper automatiquement au bout d'un certain temps quand il n'y a personne. Voilà. Et ça va être faire des économies d'énergie. C'est mon conseil d'électricien sur des choses que je connais, qui fonctionnent et qui sont intelligentes. Ouais. On a raison de le faire. C'est vraiment dans cet ordre. D'abord, il faut moins consommer, après, il faut être efficace, et après, on voit comment on produit. Et juste l'exemple des lampes, elles sont très très bonnes. C'est-à-dire, là, on est dans un bureau, regarde, on a 6 x 4 tubes de néon qui fonctionnent pour nous éclairer. Ouais. Je te parie que si on en enlève 1 sur 2, ce Ça sera marche super pareil. bien. Ouais. Ça, c'est la sobriété. Tu as déjà divisé par 2 la consommation. C'est génial. Ouais, c'est clair. Voilà. L'efficacité, c'est d'abord la sobriété, tu as enlevé des néons, et après, tu les as changés par des ampoules qui font le même service, mais qui consomment moins. Ça, c'est l'efficacité. Et après, la production, c'est comment tu fais ton... Tu as une toiture terrasse, tu peux mettre des panneaux solaires, peut-être une éolienne,
Puis après, tu es connecté au réseau, et après, c'est une question plus nationale. Pour dire un chiffre intéressant, pareil, tout ce que je dis, moi, j'aime toujours dire qu'il faut le remettre en cause, il faut vérifier. Ce que je dis, je peux me tromper aussi. Si l'on couvrait de panneaux solaires la surface équivalente à la France, ça représente la consommation d'électricité entière de la planète, de tous les habitants de la planète actuellement. Vous voyez, vous prenez un hexagone gros comme la France, c'est déjà pas mal, hein, mais tu le déplaces au milieu du désert, du Sahara où il y a beaucoup de soleil, tu te dis, ce que ça produit, c'est la consommation mondiale d'électricité. Mais ça, c'est un chiffre que je disais beaucoup quand j'étais en ONG et que je travaille complètement là-dedans sur les scénarios 100% renouvelables, ça fait rêver, mais c'est bien de le retenir parce que de se dire, en gros, là où on peut mettre des panneaux solaires, il faut les mettre. Par contre, il vaut mieux les mettre sur des toitures, sur des anciennes carrières, des sites pollués, plutôt que de les recouvrir sur des champs où on devrait faire des carottes normalement, sinon on va commencer à avoir des problèmes. Enfin voilà, c'est intéressant d'avoir cet ordre de grandeur pour se dire, dans des endroits qui sont inutiles, comme par exemple la toiture terrasse ici, et s'il y a des gens qui me demandent un avis quand ils ont des maisons ou un appartement, bah, ils voient avec la copro ou juste eux, s'ils sont indépendants et qui peuvent prendre cette solution, alors oui, c'est bien, parce que, et mon avis, c'est d'interconnecter le réseau, c'est pas de rester dans une bulle isolée. Ça, on entend parler beaucoup de vivre en autonomie, enfin d'être autonome énergétiquement. Généralement, ça va avec l'eau. Je comprends tout à fait. Moi, si j'avais une maison, je le viserais. Parce que tu te dis, en cas de pépin, en cas de Covid-2, etc., je me sens rassuré parce que j'ai de l'électricité, j'ai de l'eau, etc. Donc c'est très très bien. Mais par contre, être interconnecté, parce que si chacun fait sa bulle dans son coin, le jour où quelqu'un... c'est la mort de la solidarité, quoi. Parce que le réseau interconnecté, c'est quand quelqu'un produit beaucoup, tu as des endroits où tu as du vent, tu as des endroits où tu as du soleil, tu as des endroits où tu as de l'eau. Si tu interconnectes tout ça, tu en auras toujours en permanence. Donc on a abordé la sobriété, on a abordé l'efficacité, et après, enfin, la production. Et moi, la production, ce que je voulais juste aborder, j'ai quoi comme solution demain pour aller créer de l'énergie? L'électricité, c'est un quart de ce que l'on consomme. C'est-à-dire qu'il y a quand même trois quarts, c'est pas de l'électricité. Okay. Donc si on est chez nous et qu'on se dit on veut contribuer tout ça, en fait, c'est peut-être de s'intéresser aux trois autres quarts avant de s'intéresser à l'électricité. Alors, et en gros, dans ces trois quarts, si on considère que c'est 100%, bah, tu as un tiers, c'est les déplacements. Donc en gros, c'est ta voiture. Donc la première question, si tu es chez toi et que tu veux faire de l'énergie, ce serait pas tant de produire de l'électricité, ce serait de produire un carburant. Alors bien sûr, là, on va s'arrêter parce que la réponse, quand tu as une maison, généralement, tu ne peux pas. Tu peux pas, ça s'appelle du biocarburant, des agrocarburants qui sont faits à une autre échelle par des agriculteurs. Et voilà. Mais par contre, pour te chauffer et pour cuisiner, un méthaniseur, parce qu'on a tous, de plus en plus, des composts. Ouais. Bah, si je le bricole bien, mon compost, un compost, c'est l'histoire de la production du gaz de notre planète qui a mis des centaines de millions d'années. Tu fais du compost, tu rejettes du méthane. Ouais. Et le méthane, tu peux soit le mettre dans une gazinière et tu fais ta cuisine, soit tu peux le mettre dans un chauffage. Il faut se rappeler, et tu vois, je n'y pense même plus alors que je viens de la montagne et que mes parents ils chauffent encore à 80% à ça, c'est le bois. Bon, quand on est en ville, par contre, le bois, c'est aussi un des principaux polluants atmosphériques si les cheminées sont pas bien et pas efficaces. Globalement, le conseil sur l'énergie pour des particuliers, ça va être je peux produire un peu d'électricité, alors j'ai de la place pour des panneaux solaires, éventuellement je peux mettre une éolienne, je fais gaffe aux oiseaux, je fais gaffe à plein de choses, je fais gaffe à la législation, aux voisins, etc. Bon, globalement, voilà, ça va être ça, mais ça va être, faut bien penser au bois en fait. Le chauffage, c'est une des grosses sources. Nous, on est dans les Alpes. Dans les Alpes, il fait froid, c'est surtout le chauffage notre problème. Le chauffage bois, de nos jours, il peut être très 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 efficace. Il faut arrêter avec les foyers ouverts où c'est joli, on met une bûche et on adore ça. Mais en fait, c'est affreux. On chauffe 2 mètres carrés de vent et le rendement il est de l'ordre de 10%. C'est absolument rien. Alors que maintenant, on a des poêles performants qui peuvent dépasser les 100% de rendement. Et donc, le bois déchiqueté, donc on peut sous forme de granulé ou de bois déchiqueté, ou le bois bûche, des bûches, ça c'est quand même génial. Et puis la mobilité, on a dit on peut pas trop faire, mais comme j'ai un vélo électrique ou j'ai une voiture électrique et je voudrais quand même essayer, ça peut être d'avoir suffisamment de place pour mettre des panneaux solaires. Et par contre, il faut des batteries. Parce que sinon, tu vas pouvoir charger ta voiture, ou là il y a quelqu'un qui me demandait pour faire tourner une machine à laver. On va essayer de voir ça. Et il me dit, mais je ferai ma machine à 14h, c'est bon, il sera à la retraite, il fera ça. Mais je lui disais, ouais, mais bon, le jour où tu n'as pas de soleil, alors si c'est pour ton linge, c'est pas grave si tu n'as pas de soleil pendant une semaine, et tu attendras 8 jours pour faire ta lessive, mais tu as des choses où tu vas avoir besoin de courant. Et donc en fait, tu peux mettre des batteries, voilà. Et si tu as suffisamment de place, comme ça tu produis, tu stockes,
Voilà. Et là, après, tu peux te décharger quand tu as besoin. Mm. Voilà. Et d'ailleurs, ça peut être des réseaux, et ça, c'est ce qui est assez étudié, c'est que tous ces réseaux soient justement interconnectés au niveau France, mais au niveau Europe, et même avec l'Afrique du Nord. Et en fait, que ces batteries, qui sont du stockage pour toi, puissent être aussi des stockages quand il y a trop de production. Ouais. Par exemple, on a des inondations et on est obligé de vider un peu des bassins dans les Alpes, on connaît bien, et il y a des centrales électriques, donc ça va produire l'électricité, mais on n'a peut-être pas besoin à ce moment-là, c'est dommage. Donc du coup, si on a plein de moyens de stockage, et le moyen de stockage, ça peut être la batterie de tes panneaux solaires, mais ça peut être aussi ta voiture électrique, Ok. qui est branchée, et en fait, quand tu l'utilises pas, elle va contribuer au réseau global de l'électricité à être un petit point, une petite pile. Tu as parlé de la méthanisation tout à l'heure, donc ça veut dire que c'est vrai qu'à l'échelle individuelle, à travers des choses très simples comme le compost, on peut produire un peu d'énergie. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus peut-être sur les outils qu'on peut utiliser pour faire ça, et puis quel est l'impact réel de ça sur une consommation? Alors, pour des bricoleurs qui auraient une maison dans un endroit assez rural et qui peuvent faire pousser, qui ont suffisamment de déchets végétaux, ils peuvent, voilà, comme je disais, regarder des vidéos pour fabriquer un méthaniseur et l'utiliser pour de la combustion, pour cuisiner ou pour se chauffer. Mais ça reste quand même quelque chose d'assez complexe à faire. Il faut une certaine quantité de matière organique. Donc un petit compost, notre petit seau de compost, c'est peut-être pas suffisant. Mais du coup, justement, se poser la question, et ça se fait, c'est de faire des gros composteurs. Donc chacun va ramener ses déchets dans une même boîte. Et en fait, ça se fait. On voit des fois dans des champs, dans la campagne, ou là où on a vraiment des fermes, il y a suffisamment de déchets agricoles, de matière organique, qui sont rassemblés à un endroit, et ça fait un dôme comme ça en plastique. Parce qu'en fait, c'est une bulle gonflée, parce que le méthane, il gonfle, donc ça gonfle une sorte de bulle, comme ça. Et ça, justement, voilà, on va dire que on regroupe nos composts. C'est un méthaniseur. C'est un méthaniseur. Et enfin, après, il est mis en bouteille, entre guillemets, et il est distribué, et ça fait ce qu'on appelle un agrocarburant ou un biocarburant, les deux définitions. Après, voilà, pour des individuels qui voudraient le faire chez eux, ça reste quand même compliqué et anecdotique. Ouais. Si t'as un compost, est-ce qu'il vaut mieux le laisser s'échapper, le méthane, ou est-ce qu'il vaut mieux le récupérer et le brûler? Enfin, on peut en faire autre chose. En fait, le méthane, et quand on brûle, ça fait du CO2. La matière, par exemple, je prends du pain, du bois, des feuilles, globalement, c'est du carbone. Le carbone, si je le brûle, il faut de l'oxygène. Un carbone plus oxygène, O2, ça fait CO2. Voilà. Donc le CO2 et le méthane, c'est les deux gaz à effet de serre les plus préoccupants, parce que c'est ceux que l'humanité a beaucoup déréglés par rapport à sa quantité naturelle. Donc du coup, si je laisse mon méthane tout seul, mon compost rejeter son méthane, il part dans l'atmosphère. Le méthane, c'est en gros, l'ordre de grandeur, 20 à 25 fois plus grave que le CO2 pour une même molécule. C'est son pouvoir de réchauffement global. Un méthane qui part dans l'atmosphère, c'est l'équivalent d'à peu près 20-25, ça dépend de quelle échelle de temps on parle, fois le CO2. Donc à la limite, c'est de se dire, effectivement, il vaut vraiment mieux récupérer le méthane et le brûler, le transformer en CO2. Et au passage, j'ai fait chauffer ma soupe, je me suis chauffé moi. Et j'aurai un impact, mais réel, si on fait un bilan carbone de ça, je divise par 20-25 mon bilan carbone du même quantité de méthane, parce que je l'ai transformé, je l'ai rejeté en CO2. Donc après, l'idéal, c'est d'arriver à récupérer le méthane, je le transporte, je le brûle, et je récupère le CO2. On le stocke, et après on ne sait pas quoi en faire. Très clair, super. Nous, chez Fabricable, on aborde maintenant dans nos stages la notion d'isolation. On fait des stages autour de l'isolation, là en chauffe, parce que nous on parle surtout à des personnes qui ont des vieilles maisons. Tu disais dans tes audits, tu vas beaucoup regarder l'isolation. Est-ce que aujourd'hui, toi, la rénovation, c'est un enjeu dans l'économie d'énergie? En fait, on travaille dans la rénovation. On ne travaille pas, par exemple, dans le neuf. Un bâtiment qui ne consomme pas beaucoup d'énergie, on sait le construire dans le neuf. Ouais. Les bâtiments basse consommation, BBC, choses comme ça, on sait le faire dans le neuf. On sait faire des murs quasiment qui gardent toute l'énergie, on les oriente bien au soleil. Vraiment, ça consomme quasiment plus rien à la fin. Okay. Donc ça, on sait le faire dans le neuf. Mais en fait, ce qui consomme de l'énergie dans le bâtiment existant, 90-95%, c'est de l'ancien. Il y a tout l'ancien qui pose problème. Donc en fait, la rénovation, elle est essentielle sur les matériaux anciens, la pierre, ou comme on a dans le Nord-Isère, le pisé, c'est de la terre. Et donc tu me parlais de briques, de béton de chanvre, et de la chaux, qui est très intéressante parce qu'elle laisse respirer, contrairement au ciment. Voilà, ça c'est des choses intéressantes qui sont généralement sourçables localement. Après ça a aussi d'autres inconvénients, ça a un coût,
Ouais. pas abordable pour tout le monde. Ouais. Il faut aussi penser à ça et être réaliste. Donc, c'est-à-dire pas rejeter non plus catégoriquement le béton ou autre, hein, parce que si on devait construire tous les immeubles comme le scénario idéal, Les gens n'en feraient ne serait pas les mêmes prix. Ouais, voilà, déjà. Aussi cher, ouais. Ouais, c'est ça, il va falloir bosser. Et pour terminer, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on parle d'énergie, on parle d'économie souvent. L'économie passe avant l'écologie sur la partie énergétique, mais est-ce que les deux, elles ne sont pas liées? Alors, elles sont complètement liées. C'est à la fois pour un bénéfice écologique et à la fois pour un bénéfice économique. Il y a longtemps, quand je travaillais dans les ONG, par exemple, je parlais plus des aspects écologiques. Okay. Mais en fait, maintenant, moi, j'en parle moins juste parce que faut éviter l'entre-soi. Et tu vois, par exemple, ce qui a engendré les gilets jaunes, c'était une forte augmentation du carburant qui avait pris 25% en un an. Et puis aussi, il y avait une potentielle taxe carbone qui allait arriver. Ça a créé les gilets jaunes. Ensuite, en ce moment, on parle des ZFE, zones à faible émission. Les vieilles voitures, on ne peut plus, etc. Moi, j'ai fait mes études et bossé, quand je bossais en bureau d'études, on faisait des mesures atmosphériques, et notamment des polluants atmosphériques. Les polluants atmosphériques, c'est pas les gaz à effet de serre. Les gaz à effet de serre, c'est à l'échelle globale de la planète. Le polluant atmosphérique, c'est à l'échelle d'une ville. Il y a énormément de morts, de 45 000, je crois, en France par an. C'est le deuxième après le tabac. Grenoble, c'est hyper pollué, c'est pas pour rien si je suis arrivé à bosser là-dedans. J'ai grandi dans la montagne, j'ai eu la chance, mais je voyais la mare de pollution dans le bas. Et en fait, la ZFE, pareil, qui a des voitures électriques? Des gens qui ont beaucoup d'argent et qui habitent généralement dans des coins où pas les gens qui habitent dans la banlieue proche de Grenoble, et aussi surtout ceux qui habitent au fin fond de la campagne, qui ont souvent moins de moyens, vont se retrouver impactés par une ZFE parce qu'ils pourront pour rentrer sur la ville parce qu'ils ont leur vieille voiture. En plus, généralement, ils ont la vieille maison qui consomme à fond et le prix de l'énergie, etc. Et en fait, c'est tout ça pour dire que c'est important de parler d'écologie, mais en fait, moi, vraiment, depuis quelques années, j'en parle moins. J'en parle que si les gens ils me lancent là-dessus, ou que si je sens qu'ils sont réceptifs, ou qu'ils sentent que je peux aller là-dedans. Mais je vais parler d'économie, parce qu'il y a beaucoup de gens, c'est clivant. Et en fait, il y a beaucoup de gens, ils en ont marre que, vraiment, il y a cet aspect des décideurs qui prennent des décisions. Ces décideurs, ils ont fait des écoles, ils sont souvent des citadins qui ont un certain pouvoir d'achat, qui sont issus de familles qui ont un certain pouvoir, etc. Et cette bulle qui est une réalité. Ouais. Et en fait, il y a des gens qui se sentent totalement exclus de ça. Et si on parle que d'écologie, ça crée des mouvements. Donc c'est pour ça que moi, mon discours, vraiment, je parle d'économie financière. Parce qu'il y a beaucoup de gens pour qui, en fait, on ne peut pas résoudre le problème écologique si on ne résout pas le problème social. Donc les deux sont complètement liés. Et si on revient à l'exemple des lampes, tu vois que de changer tes ampoules, tu gagnes économiquement et on y gagnera énormément écologiquement. Ouais. Ok, donc les deux sont bien liés. Voilà, totalement liés. D'ailleurs, on a écrit un livre blanc sur le sujet. Dans le livre blanc, vous trouvez plein d'astuces pour économiser jusqu'à 1 000 € par an. Bon, on parle d'énergie, mais pas que. Mais voilà, n'hésitez pas à nous demander. Et moi, j'ai fait un livre encore plus blanc et je vous propose 2 000 € d'économie d'énergie. Bon, je vais en vendre 500 €. Généralement, quand on parle d'énergie, les gens, globalement, on le sait, pensent électricité. Ouais. En fait, le gros de ce que l'humanité consomme, c'est les déplacements, et le chauffage, la cuisson. Après, voilà, et il y a les besoins d'électricité pour un smartphone, pour une lampe, où il n'y a que l'électricité. Mais qu'en fait, l'électricité, c'est, si on prend à l'échelle de la France, c'est 1/4 de ce que l'on consomme quand on parle d'énergie. Et que sur l'énergie, il y a 80% de la façon dont on produit l'énergie, c'est du charbon, du pétrole et du gaz qu'il faut absolument diminuer. Ok. Voilà. Merci beaucoup Olivier. On peut te retrouver sur internet, ardae.fr. Tu es à Grenoble, on l'a pas dit au début, mais à Grenoble. Je pense qu'on l'a compris avec tout notre échange. On vous met toutes les infos en description. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, et on se retrouve la prochaine fois pour un nouvel apéro réno. Merci Olivier. Merci beaucoup, c'était bien sympa.